Salut les fous du vintage. Il y a 25 ans, je faisais mon service militaire. Alors là, vous vous dites, on s'en fout complètement. Ah, c'est pas totalement erroné. Mais à cette époque, à 5h15 le matin, j'avais droit à une délicieuse onomatopée. Réveil! Eh oui les gars, ça fait moins rêver que la douce musique de la voix de la mémoire d'une Jaeger LeCoultre Memovox. Aujourd'hui, c'est pas n'importe laquelle qu'on va découvrir avec Samuel, c'est une Memovox Speedbeat. Alors, est-ce qu'elle sonne plus vite que son ombre? C'est parti pour un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut Samuel, Salut Xavier, ça va? impeccable et toi? T'as vu, on n'a pas pris rendez-vous trop tôt ce matin, je voulais m'assurer que tu puisses te réveiller quand même. Je suis toujours à l'heure, C'est vrai? grâce à la Jaeger LeCoultre Memovox, les amis. Alors, on a bien compris qu'on était des fous du vintage, hein, Diabolo et Satanas, ou alors l'inverse. Eh ouais, vous nous le direz en commentaire, les amis. Tu nous la montres, cette plaisir. Memovox? Oui, 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 avec un beau bracelet d'époque, on dirait. Il n'est pas vraiment d'époque. Pas vraiment d'époque. Donc, la couleur rappelle le cadran, mais Ouais. il est assez récent. Est-ce que je peux l'essayer? Tiens, Bien sûr. je te passe celle-ci. Je peux la passer également? Bien sûr, bien sûr. Les amis, je porte aujourd'hui une des montres que j'ai achetées pendant le deuxième confinement, une Omega Dynamic de Genève, de 1972. À l'occasion, j'en parlerai un petit peu plus sur la chaîne. Bon bah écoute, elle est belle comme tout. C'est vraiment une Memovox, on la reconnaît entre toutes. Avec un cadran patiné et tout ça. Waouh! Le logo Jaeger LeCoultre en applique à 9h. Tu nous racontes tout ça? Quand, pourquoi, comment? Alors l'histoire est Garde à longue. vous, soldats! En avant, on va essayer d'être dans les temps. Alors l'histoire est un peu longue, si tu veux, on peut parler de deux choses. C'est de mon histoire avec cette montre et de l'histoire de la montre en règle générale. Alors, commence par ton histoire avec cette montre et je pense qu'en filigrane, on pourra parler de l'histoire de la montre. Mais je ne veux pas trop en dire, les amis, parce qu'il y a le quiz. Hein. Voilà, Ouais. je le vois venir. Il essaye d'avoir des indices avant qu'on démarre. Alors l'histoire que j'ai avec cette montre, c'est une histoire familiale, parce que je l'ai depuis 2015 et c'est une montre qui appartenait avant à mon papa. Ouais. Et qui m'a gracieusement offert en 2015. Alors je connais la montre, lui, là depuis 2005, donc ça fait à peu près 15 ans que je la vois à son poignet. J'ai grandi avec cette montre, parce que c'est en partie grâce à lui qui m'a transmis l'amour pour les montres. Et donc je voyais et j'entendais cette montre à son poignet. Et à une épreuve importante de ma vie en 2015, il me l'a offerte. Et j'ai été fier comme un patron de bar tabac. Ah ouais, c'est bon ça. Ouais. Mais est-ce qu'il savait il savait que tu l'aimais, que tu la regardais, t'en avais déjà parlé en lui disant ouais papa un jour quand même. Il savait parce que quand on regarde ou quand on entend cette montre, il se passe quelque chose. Et tout de suite, quand il a acheté, je me souviens, j'étais relativement jeune, à une époque ou à un âge où tu n'es pas encore trop passionné par les vintage, c'était fascinant de voir ce diamètre, ce cadran, ce réveil. Et donc oui, il savait que j'adorais cette montre, que j'adorais Jaeger LeCoultre. Et ça faisait partie donc de sa collecte. Ouais. Et quand il me l'a donné, voilà, j'étais ravi parce qu'il savait que c'était un super cadeau. Ouais. Mais c'était en partie une surprise ou pas? Ou tu sentais que ça allait venir? Officiellement, c'était une surprise. Ouais. Officieusement, je l'espérais au fond de moi. Ah, c'est très sympa. Elle est beaucoup plus grosse, les amis, que la célèbre Mamivox que Sébastien nous a présentée vers l'épisode de 25-30 de Petite Montre entre amis saison 1. Là, on est sur un diamètre, pas loin de 40. Hein. 37. 37? Ah ouais. En fait, ce qui te donne cette impression, c'est que la hauteur du plexi est énorme pour un diamètre 37. Ouais. Ce qui donne une superbe vue sur le cadran, Oui. mais ça donne l'impression de cette taille. Ouais, puis la carrure aussi est extrêmement fine. Hein. Ouais. C'est-à-dire que en fait, il y a un très grand cadran à l'intérieur d'un boîtier qui est tout juste plus grand que le boîtier. Voilà. Donc on a 3 aiguilles, les secondes, la date, et puis on a ce petit disque central
qui permet de régler l'heure à laquelle tu souhaites te réveiller. Alors, Exactement. comment ça fonctionne ça puisqu'on a deux couronnes. Tout à fait. Pour régler le réveil, on utilise la couronne du haut ou du bas? Du haut, la couronne du La haut. couronne du haut, on tire dessus? Tu tires dessus, tu Ouais. règles à l'heure que Ouais. tu souhaites te réveiller, Ouais. et après tu te fais réveiller gracieusement. Tu te fais réveiller gracieusement. Grâce à- C'est beau. Eh ouais. Donc on peut tourner que dans un sens, d'accord? Donc là on C'est voit ça. le petit disque avec une petite flèche que l'on vient mettre en face d'un petit chemin de fer. C'est ça, hein, voilà. Donc là je vais régler ça à midi par exemple. Voilà. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je réappuie. Voilà. Tu Et remontes je remonte pour être sûr d'avoir. suffisamment de temps Ok. dans l'alarme. Ok. Ok, mais quand je remonte là, ça remonte le même ressort que la montre ou c'est un autre barillet? C'est un second barillet. Ah, ok. Donc tu perds pas d'énergie sur le fonctionnement de la Non. montre quand tu fais sonner le réveil. C'était un des grands deals de Gégère quand ils ont fait ce calibre, justement, c'était d'apporter un réveil, mais surtout un réveil fiable. Eh oui, eh oui. Oui, puisque les amis, il me semble, je ne sais plus. Je vais peut-être dire une connerie là. C'est là qu'on voit que c'est en live, c'est que j'ai dit à dire un truc, mais je ne sais plus si c'est dans le quiz derrière. Donc je le dis pas. Ouais. Voilà. Allez, Xavier, ce joueur. Ouais. Il me semble que la première montre réveil date du début du 20e avec Eterna. Et pour le coup, il n'y avait qu'un seul barillet. Voilà. Et donc le problème de ça, c'est qu'une fois que la montre a sonné, il n'y avait pas de modèle automatique à l'époque, puisque c'est avant les modèles de remontage automatique. Et donc si vous avez perdu toute l'énergie pour faire le réveil, c'est un coup à ce que quelques minutes ou quelques heures après, la montre s'arrête et vous soyez dans la panade. Et oui, puisqu'à l'époque, l'heure, ça servait à quelque chose. Il y avait un vrai sujet. C'est incroyable ça. Eh ouais. C'est incroyable. C'est dans les années 50 en fait où l'homme a tenté à maîtriser ce bien qui était le temps. Oh bah, années 50, non, années 50 pour des montres bracelets. Là, on est dans une époque merveilleuse. Mais sinon, la conquête du temps. Les amis, Samuel, je te recommande un bouquin qui s'appelle La conquête du temps. Je mettrai les références, je vous mettrai un visuel. Dominique Fléchon, je peux me tromper, j'espère pas écorcher son nom, absolument merveilleux. Et ça démarre, grosso modo, en 3500, 4000 avant Jésus-Christ. Oui. Hein, le clepsydre, l'observation des astres, le cadran solaire, les bougies, tout un tas de choses, jusqu'à la montre bracelet ultra miniaturisée et avec toutes les étapes de justement la conquête du temps. Voilà. Donc années 50, c'est plutôt la période de lancement de la Memovox. Oui. Ouais, c'est ça. C'est ça l'histoire, je crois que c'est au début des années 50 que Gégère a sorti sa première Oui, Memovox. tout à fait, tout à fait. Avec notre ami Régis, qui nous a présenté une Vulcain dans Ma montre et moi, avec une sonorité très sympathique. Alors justement, Samuel, en parlant de sonorité, maintenant que j'ai réglé avec la couronne à 14 heures et que j'ai remonté le ressort, le barillet secondaire du réveil, je tire sur la couronne à 4 heures et je vais déplacer les aiguilles des heures et des minutes de façon à la faire sonner. Et là, les amis, on essaye d'écouter ce que ça donne. Ça sonne pas très fort, par contre ça vibre. Donc je pense que si tu l'as au poignet, là c'est clair que tu te réveilles. Si tu l'as sur ta table de chevet, la vibration aussi fait que ça va se réveiller. Ça fait le boulot. Complètement, surtout si tu dors comme ça. Ouais, mais si tu dors comme ça, tu vas être gêné par le tic-tac, qui est caractéristique aussi de cette montre. Alors justement, en parlant du tic-tac, là on a, c'est un modèle dit Speedbeat, comme vous pouvez le voir au dos de la montre, à 28 800 alternances. Ça fait 28 800 fois tic-tac. Ouais. Voilà. Non pas le couple, mais un tic, un tac, ça fait 2. Tu l'écoutes parfois comme ça à l'oreille? Ça m'arrive. Eh ouais, donc si tu dors avec ta montre sur l'oreille, en fait tu dors vas pas. pas t'endormir, Donc non. c'est un coup à vraiment pas entendre le réveil quand tu vas être fatigué. Tu la portes tous les jours? C'est ta montre de prédilection? Alors, oui, c'est ma montre de prédilection, mais j'évite de la porter tous les jours.
Oui. parce que je trouve que, et c'est triste un peu ce que je veux dire, on pourrait se lasser ou s'habituer. Ouais. Et parfois, quand tu ne portes pas ta montre pendant une semaine, quand tu reviens, tu la remets au bout d'une semaine, tu la regardes et tu te dis, putain, qu'elle est belle. Eh oui. Et Eh oui. il faut donner envie, je crois. Donc avec toutes les autres montres, il n'y a aucune montre que je porte 2 jours d'affilée parce que je veux justement conserver ce plaisir de tu la remets, c'est magnifique. Bah, c'est clair que si c'est trop facile, c'est pas très intéressant. C'est vrai. Eh oui, C'est vrai, bien sûr, bien sûr. effectivement. Ton papa l'a depuis 2005. À peu près, oui, ce que j'ai en tête. Ouais, voilà. Toi, tu l'as depuis 5 ans. Donc depuis, tu l'as bien apprivoisé, les amis. Quel adjectif tu lui donnes à cette montre? Tu sais que tu allais y avoir droit. Et hein. évidemment, j'ai longuement hésité entre deux et je vais retenir peut-être le plus classique de celui-ci, c'est intemporel. Intemporel. Il va bien quand même, hein, puisque pour le coup, s'il y a vraiment un marqueur du temps là-dedans, c'est bien ça. Souvenez-vous, je ne sais pas si tu te souviens de l'intro que j'avais fait avec la Mamivox de Sébastien sur le chant du coq, etc. Je veux dire, la nature te réveille. Ouais. Avec le soleil qui se lève ou avec les oiseaux, les animaux et le coq qui chante. Si le coq chante, c'est pas très compliqué, les amis, c'est que il est l'heure de se lever puisque le jour se lève. Et moi, je trouve que ça, c'est super poétique comme système. C'est que fut un temps, les gens ne savaient pas forcément lire l'heure ou pas forcément lire tout court, et donc le son, c'était une façon, c'était un marqueur du temps. Et oui, la voix de la mémoire. Ouais, donc de ce calibre, encore une fois, quand tu parlais, son nom de Speedbeat, il vient Ouais. de ces 28 800 Ouais. alternances par heure, qui Ouais. a remplacé l'ancien calibre qui était un 915, je crois, Ouais. qui en fait, lui, cumulait à 21 600. Et donc c'est pour ça qu'elle porte son nom, pour une autre évolution où elle est passée d'une masse à butée à une masse à rotor pour encore une fois améliorer cette fiabilité dans le réveil. Eh oui. C'est des années 70, si je Ouais. ne m'abuse, la montre a été produite Ouais. entre 70 et 80 ou 81. Il y a 7700 exemplaires qui ont été produites. Ah, t'as bien fouillé le J'ai cherché un peu. Schmidblick, hein. Ouais, je m'étais renseigné quand je l'avais lu. Ouais. Et pourquoi? Parce qu'elle était sortie en 2 versions différentes. Soit elle était avec un cadran uni comme celle-ci, soit elle était en biton, avec un cadran qui était différent. C'est-à-dire que le disque dont tu parlais tout à l'heure, Disque du réveil. au disque de réveil, était peut-être en noir. Mhm. Et donc ça offrait, elle était beaucoup plus rare celle-ci. Hein. Celle avec le disque en noir. Ouais. Ouais. Mais je crois que c'était à peu près 7700 unités de produites. Donc on a donc un barillet, hein, un ressort, donc l'énergie du fonctionnement de la montre qui est remontée avec une masse oscillante, hein, qui est bidirectionnelle et non pas à buter comme les modèles précédents. Par contre, ce remontage automatique, lui, ne réarme pas le barillet du réveil. Ouais, c'est ça. Ils sont formes indépendants les uns aux autres. Quoi. Ouais. Donc c'est une montre qui a pas loin de 40 ans, on va dire. Hein. Elle a été révisée, tu l'as fait réviser. C'est complexe à réviser. Hein. Ouais, mais elle a été révisée Elle a quand été la révisée dernière il y fois? a 1 an et demi, Ouais. à peu près, une grosse révision complète. Donc, À Paris, à en Paris, France? ouais. J'ai mis du temps avant de trouver un spécialiste qui était capable de faire ça, qui m'a été chaleureusement recommandé. Alors beaucoup sont capables d'entretenir une Memovox, mais ne serait-ce qu'ouvrir le fond de boîte, c'est une manipulation spécifique. Et si on l'emmène malheureusement à des personnes moins bien compétentes là-dessus, ça peut être un peu dangereux. Qui c'est l'horloger? C'est qui? C'est un petit horloger en province, Ouais. qui est à côté d'Aix-en-Provence. D'accord. Tu Tu as envie d'en parler, hein, s'il ouais, bosse bien? Ouais, il bosse Non, très mais bien. Si je tu peux veux donner ne ses pas en parler, coordonnées. n'en Non, je parle pourrais pas. donner ses coordonnées. L'idée, ce qui m'a plu dans ce gars-là, c'est que donc il m'a été recommandé et je cherche son atelier dans les vieilles rues d'Aix-en-Provence et je tombe, donc j'ouvre la porte, je fouine, je sais pas, c'était très sombre et je tombe sur un mec, donc cheveux très longs, qui devait avoir 75 ans. Ouais. C'était tout noir dans son atelier et il avait toutes les revues d'époque de chez Gégère, un nombre de pièces incalculable. Et je suis tombé sur une perle en fait. Il connaissait sur le bout des doigts ce que c'était une Memovox. Il m'a appris beaucoup de choses. J'aurais pu l'écouter pendant des heures, mais après il fallait qu'il travaille. Ouais. Et j'ai décidé de lui faire confiance parce qu'il m'a mis en confiance de par Bien sûr. son expertise. Donc
Le prix n'était pas donné pour une révision, mais c'était soit ça, soit je l'envoie chez Gégère. Et si tu l'envoies chez Gégère, je n'aurais pas mis ma montre peut-être pendant 6 mois. Ouais. Donc, C'est un peu long. donc juste que je comprenne bien les amis, parce qu'ils tournent autour du pot. Tu vas me donner, tu vas nous dire qui c'est et je le mettrai en commentaire. Tu veux pas donner son nom là sur la chaîne? Non, parce qu'il voulait pas trop parler de ça marche, son ça nom, marche. lui. Ok, il n'y a pas de souci. En tout C'était cas, un peu informel, quoi. ok, non mais ce qui est intéressant, c'est que donc c'est une rencontre humaine. Exact. Voilà. Exact. Évidemment, il y a un écart fondamental, les amis, entre rencontrer un horloger, un spécialiste, discuter de passion, d'émotion, etc. Et puis de rentrer dans une logique de SAV d'une marque horlogère. Non pas que Gégère Lecoultre aurait fait du bon ou du mauvais boulot, Tout à fait. c'est pas le sujet, c'est juste que dans un cas, voilà, hein, tu déposes ta montre, tu l'envoies, émotionnellement, il se passe rien. Voilà. Donc là, tu nous racontes la fois où tu es allé le voir, donc tu l'as déposé. Je pas tout de suite. Pas D'abord, tout on de a fait suite. connaissance. Ouais. Il m'a dit ramène-la moi dans 2-3 semaines. Ouais. Je suis Et après, retourné, je quand l'ai tu l'as déposé. récupéré, rebelote, il t'a expliqué ce qu'il avait fait. Ah non, il a attendu que je vienne pour Ouais. remonter la montre, Ouais. de manière à me montrer ce qu'il avait Ah, fait, génial. les C'est beau, anciennes ça. pièces, C'est beau, les c'est anciens beau. joints. C'est beau. Et en fait, ça va bien avec la montre. Ben oui. Ça va bien avec l'histoire, avec Ouais. ce supplément d'âme dont on parle Ben depuis. oui, bien sûr. Bien qu'offre sûr, la montre. bien sûr. Voilà le supplément d'âme, les amis, sachant que le supplément, c'est en plus. Voilà. Donc si on enlève l'âme à cette montre, qu'est-ce qui reste? Un vieil objet qui donne très mal l'heure, qui sonne pas terrible, etc., etc. Vous avez bien compris que je vous chauffe, hein, les fous du vintage. Hein. À ce rythme-là, je vais être Satanas et il va être Diabolo. Mais bon, c'est quand même le sujet. Franchement, j'aime beaucoup. On a les deux couronnes comme ça avec le logo Gégère Lecoultre. Initial, ouais. Que Ouais. tu retrouves à 9h également, et sur le fond de boîte. Ouais. Et d'ailleurs, sur le cadran, tu vois, les initiales à 9h, ils contrastent bien avec la date à 3h. Ouais, non, mais Donc ça donne un bel équilibre. Ouais, c'est super, c'est très très sympa. Et puis en plus, c'est un modèle qui a quand même en 70 ans d'existence, il y en a eu plein. Alors c'est vrai que quand tu m'as appelé, Speedbeat 70, je me suis dit ça va être un modèle 70s dans le look. Hein, donc avec un boîtier plus gros, peut-être un cadran travaillé, une forme TV, un truc ou ovale, ovoïde, comme j'aime bien. Hein. On a tous nos petits problèmes, les amis. Moi, j'ai un petit problème avec les montres des années 70, mais ça ne change rien au fait qu'elle est absolument somptueuse. Tu sais que certains me reprochent dans les commentaires de toujours dire qu'elles sont bien les montres. Hein? Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Je pense que quand tu es passionné par les montres, Bah oui. tu es passionné par toutes les montres. Eh oui, vous avez vu, et je ne lui ai pas demandé de dire ce qu'il vient de dire, mais c'est le fond du sujet. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est qu'elle te plaise à toi. Ouais. Regardez la banane qu'il a. Ouais, c'est Regardez chouette. la banane. Franchement, c'est Diabolo, quoi, c'est sûr. Hein. Alors, la boucle Gégère Lecoultre. Boucle Gégère Lecoultre, elle m'a l'air un peu récente, quand même. Ouais. Je ne saurais pas te dire de quand elle date. Ce qui est sûr, c'est que je voulais pas de boucle déployante sur cette montre-là parce que ça ne collait pas avec l'année. Ouais. Cet ardillon me plaît bien avec la montre. Alors, une fois de plus, je suis C'est pas peut-être convaincu qu'il c'est soit- peut-être le bon, hein, mais il m'a l'air. Il ressemble beaucoup à celui qui figurait sur les publicités d'époque. Ouais. Maintenant, bon. Bon, comme on dit, hein, ça, c'est pas forcément ce qui fait la valeur d'une montre. Puis en plus, toi, c'est la valeur émotionnelle qui compte. Peu importe combien ça vaut. Tu t'es un petit peu renseigné combien ça vaut une Speedbeat comme ça? En fait, quand je l'ai fait réviser, après je l'ai fait expertiser pour des questions d'assurance et puis même pour moi, pour avoir une idée. Et la valeur d'expertise, elle tournait entre 5 et 6 000 euros. D'accord, ok. Et évidemment, réviser ce qui va bien. Ouais, ok. Le bracelet, bon, très clairement, c'est pas le bracelet d'origine, c'est un cousu machine, mais il a une patine et une couleur entre le beige et le kaki et qui va parfaitement avec la montre. Il date de quand ce bracelet? Il date de 2 ans. Alors je Ah ouais. change régulièrement les bracelets parce que j'aime bien les accorder en fonction de ce que je porte. Donc je passe par tout type de bracelet, hein, du cuir, du galucha, du tropique. Et celui-ci, alors j'ai décidé de le prendre pour venir faire l'interview parce que je trouve que c'est parmi des bracelets que je porte celui qui se marie le mieux de par sa couleur avec le cadran. Ouais.
Et franchement, le ça côté vert olive Ouais. avec le cadran crème comme ça, je trouvais ça Ouais. fantastique. Ouais. Alors, je pense qu'on ne le verra pas, les amis, sur les gros plans de la montre, mais j'ai l'impression qu'il y a des petits reflets bleus sur les index. C'est moi ou c'est peut-être des reflets liés à la salle, etc. En tout cas, c'est vraiment très, très, très sympa. Si tu as mis ce bracelet spécialement pour aujourd'hui, ça veut dire que tu changes toi-même tes bracelets. Oui. Waouh, avec un petit outil, une petite fourche Qui va Bergeon, bien. un Exactement. truc comme ça qui va Qui bien. Voyez les amis, on peut changer tout seul son bracelet. On n'est pas obligé d'aller chez un AD pour se faire régler son bracelet, son truc, son machin, etc. hein. Vous avez bien compris qu'ils chauffent, hein, toujours les mêmes. Franchement, un bracelet, ça se manipule. N'ayez pas peur. Et si vous faites une petite rayure à l'intérieur d'une corne, franchement, c'est pas dramatique et ça, c'est vraiment pas un sujet. Par contre, le plaisir de manipuler et de changer soi-même son bracelet, franchement, c'est chouette. Ouais. C'est pas sympa C'est ça chouette. De l'accorder encore une fois avec ton mood, ton état d'esprit, la météo, comment tu te fringues. Ça fait partie des plaisirs de la montre aussi. Parce que c'est incroyable, cette montre, elle change, tu me diras, comme toutes les montres, suivant les bracelets que tu vas mettre. Le Tropique, j'adore dessus. Il la rend beaucoup plus classique, beaucoup plus sobre, beaucoup plus discrète. Celui-ci va peut-être davantage attirer l'œil par son coloris. Mais donc, quand tu mets le Tropique dessus, tu as une autre boucle. Non, je change la boucle. Ah, tu changes la boucle. Ouais, Wow. Ça, c'est un perfectionniste. Hein. Mais là, tu as un Tropique Racing avec les trous. Oui, non. Non, il n'y a plein pas les trous, plein. Ouais. Plein. Ok. Comme il y avait à la sortie de la Tribute Polaris, qui est une montre rêvée, qui était un Tropique plein. D'accord, ok. Dernière petite question. Quel est le petit détail que tu préfères sur cette montre? Ça peut surprendre, mais le fait que le cadran soit légèrement piqué vers 6 heures, ouais. C'est ce qui lui donne encore une fois ce supplément d'âme. J'allais pas répondre le réveil parce que ce serait trop facile, mais si l'élément différenciant, c'est la patine de son cadran. Ouais, donc en fait, c'est son imperfection. Exactement. Ouais. Exactement. Alors, c'est vrai, les amis, que vous voyez forcément des gros plans du cadran. Effectivement, entre 6 et 8 heures, le cadran est effectivement endommagé, on va dire. Mais ça, c'est si on regarde comme ça à 3 cm, etc. Mais pour une montre ancienne, avec l'affiliation dont tu as parlé, c'est pas le sujet, quoi. Voilà. Donc toi, tu n'es pas dans une logique d'investissement. Évidemment, le cadran joue beaucoup sur la valeur d'une montre. Toi, c'est ta montre. Bien sûr. Voilà. On t'a proposé, l'horloger que tu es allé voir à Aix-en-Provence, rassure-moi, il t'a pas proposé de te refaire le cadran? Alors lui non, mais on me l'a déjà proposé Ah oui de repeindre le cadran. Et évidemment, ça dénature Bien sûr. Le produit en soi. Ouais, Donc, oui. l'authenticité est d'autant plus marquée que le cadran est usé, vieilli, patiné. Oui. Alors, c'est vrai que dans le monde des montres, c'est comme ça. Aujourd'hui, dans l'univers, vous avez vu que j'ai humblement étrenné une vieille Porsche des années 70 dans Watch Out. Là, c'est pas pareil. Dans le monde des autos anciennes, si vous voulez une auto en état concours, elle a été repeinte. Voilà. Mais elle a été repeinte par un peintre qui est spécialisé, archi spécialisé dans les anciennes et pas celui qui repeint les ailes de voitures accidentées avec des accidents de la route, comme il y a des carrossiers un peu partout. Et là, tu vois, je me pose la question tu parlais d'intemporalité. Voilà, je pense qu'avec une montre comme ça qui a 40 ans, il faut se projeter sur le long terme. Est-ce que dans 10 ans, ce sujet de cadran immaculé qui a patiné avec le temps, est-ce que ce ne sera pas le signe d'un vieil objet? Voilà, il ne faut pas insulter l'avenir. Et il y a des cycles comme ça. Dites-nous, les amis, ce que vous en pensez. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense que ça va faire l'effet inverse. Ça sera d'autant plus exacerbé que le temps aura passé dans un monde aujourd'hui où tout devient trop rapide, trop éphémère. L'authenticité d'un objet, il est d'autant plus vrai. Donc,
je crois encore plus que dans 10 ans, dans 15 ans, et je ne te cache pas, c'est ce que j'espère, de retrouver des valeurs peut-être plus humbles, notamment dans la réalité et dans l'authenticité d'un objet. Donc quoi de mieux qu'un objet vintage, que ce soit d'une Porsche ancienne ou alors d'une montre, quelle qu'elle soit, pour illustrer un peu ça. On a un poète avec Samuel, c'est magnifique. Bien évidemment, je partage ton point de vue. J'évoquais juste le fait que la seule certitude qu'il y a dans le temps, c'est le moment auquel le soleil se lève en fonction d'un lieu donné. Le reste n'est que perspective, anticipation, aussi délicieuse soit-elle, mais l'avenir nous dira, et je le souhaite bien évidemment, si ce que tu dis se passe réellement comme ça. Je pense que c'est le bon moment, les amis, pour parler de souvenirs avec la séquence Souvenir. Tiens, Samuel, je te la rends. Quel âge tu as, Samuel? J'ai 33 ans. Mais il est tout jeune. Ouais, malgré ma coupe de cheveux. Poète et tout ça, Ouais. eh oui. Comment t'as... On comprend bien qu'à un moment ou un autre, cette Memovox, elle te faisait de l'œil, mais comment t'en es venu à aimer les montres? Et tu as dit un truc tout à l'heure, mon père savait que j'aimais bien Gégère Lecoutre. Voilà, comment t'es venu à tout ça? Comment ça a démarré? Ça a démarré par une flic-flac. Non, ça c'est normal, ça. T'as pas le choix. Voilà. Voilà. Tu passes par là. T'es la génération flic-flac, toi. Et je suis la génération flic-flac. Je suis la génération des enfants qui dessinaient des montres pour se les mettre autour du poignet, pour avoir ce plaisir-là de l'heure. En fait, c'était ce côté de temporiser une journée. Quelque chose qui m'a toujours un peu excité, intéressé, même peut-être intrigué, j'ai envie de dire. Et donc, de fil en aiguille, je m'intéressais à plein de choses dans la vie, dont les montres, ce garde-temps, cet objet fou comment on le caractérise. Et donc, c'est arrivé, évidemment, par mes parents, par mon père, par ma famille, qui parlent de montres, on échange, on discute, ils me montrent, ils t'expliquent. Et c'est comme ça que tu mets de l'essence sur une petite brindille, c'est parti, quoi. Ouais. Et donc ça a commencé évidemment par Gégère parce que je ne saurais pas vraiment te dire pourquoi, mais ces montres-là, elles m'attiraient l'œil. Tu ne sais pas dire pourquoi. Tu nous l'as déjà dit, à un moment ou un autre, ton père avait une Gégère Lecoutre au poignet. C'est ça. Et ça part de là, c'est parti de là. Après, tu finis par t'intéresser ou te désintéresser à d'autres modèles. Et Ouais, non, mais attends, tu as 33 ans, tu as eu celle-ci il y a 5 ans, donc tu avais 28 ans. Exact. Mais après la flic-flac, qu'est-ce que tu as eu? Alors, j'ai eu plusieurs montres donc, de chez Swatch et j'apprécie particulièrement cette marque où je suis partisan de dire qu'une montre ne fait pas sa valeur par l'argent. Donc, je suis passé par plusieurs montres après que tu vends pour acheter la suivante. Tu es obligé de faire des sacrifices. Ouais. Aujourd'hui, bon, j'ai pas beaucoup de montres, hein, je dois avoir 3 ou 4 montres. Mais toutes les montres que j'ai achetées représentent un état d'esprit, le moment où je l'ai acheté pour un symbole particulier, parce que j'aime beaucoup rattacher la montre à un symbole, à un anniversaire précis, ou alors à une rencontre, ou alors à quelque chose. Et donc le premier symbole où tu t'es dit, je vais passer de flic-flac qui est à l'époque, hein, tu avais le petit carton pour apprendre à lire l'heure. Swatch, on est vraiment dans la montre ludique, facile à porter, précise, et puis avec des designs qui sont illimités. Voilà. Quand est-ce que tu es passé à quelque chose d'autre, à de l'horlogerie mécanique ou à quelque chose où tu t'es dit, tiens, il faut que je marque cet événement? C'était quelle montre et c'était pourquoi? Alors, à 13 ans, 13 ans, puisque c'est une date importante pour moi, donc on m'a fait un cadeau assez symbolique d'une des premières montres qui était Seiko, qui combinait un mouvement mécanique avec un mouvement quartz. C'est parti de là, d'un cadeau aussi, donc. Et puis après, c'était en fouillant des lips vintage dans des endroits un peu différents, en France ou ailleurs. Et petit à petit, c'est né comme ça, où la passion de la mécanique en soi, du mouvement, de comprendre comment c'était fait. Je démontais des mouvements à tort, parce que bon, je n'ai jamais su les remonter, mais au moins j'avais appris de ça, quoi. Ouais. Et alors donc cette Seiko, donc c'est une kinétique, hein, si je me trompe. Vous me dites, les amis, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais donc une masse oscillante, comme sur un remontage automatique, en fait là, agit sur une bobine et recharge un incu. Voilà. Est-ce que ça t'a donné
parce que c'est un peu magique, quoi. La force personnelle, sinon c'est la dynamo sur un vélo, tu vois, c'est complètement différent. Là, c'est à ton poignet. Est-ce que ça t'a donné une sympathie, une affection, vraiment toujours un regard bienveillant sur Seiko? Oui, toujours. Ouais. Ça te marque quand tu es jeune et quand tu le prends à 13 ans, ben, tu peux pas te l'enlever. Donc Seiko, oui, j'ai un petit attachement avec cette marque, probablement pour ça ou grâce à ça. Et je me souviens, il y avait quelque chose, j'étais donc au collège, et moi je faisais le beau parce que j'avais une montre sans pile. Mais ça, j'étais fier. Alors, la 3/4 des personnes à qui je m'adressais, pour ne pas dire 100%, ils s'en foutaient parce que pour eux, c'était pas symbolique. Mais moi, il y avait une innovation qu'à 13 ans, j'étais là, ben, j'étais fier de ça. Donc, le mouvement automatique, déjà, ça m'intriguait. Ouais. C'est intéressant, ça, parce qu'il y a un côté R&D innovation là-dedans. Ouais, est-ce que tu retrouves ça dans ton cheminement après cette Seiko? Oui. Ouais. Toujours à la recherche de l'innovation. Ça me stimule. Ben, là, l'innovation par le réveil, alors même si ce n'était pas les premiers calibres, hein, mais c'est le premier calibre, je crois, à remontage automatique qui offrait la fonction réveil. Oui, ça apporte une fois de plus ce supplément d'âme dans quelque chose de nouveau, d'innovant. Et je crois vraiment à l'innovation. Donc, tout ce qu'on fait, on se doit d'innover pour ne pas stagner. Et ça se retranscrit dans les montres, évidemment. Ouais, donc une montre, finalement, pour toi, comme pour beaucoup d'entre nous, ça te permet d'avancer. Ah ouais. C'est moi le poète après. Non, mais c'est moi le poète, en fait. Non, c'est toi ou c'est moi? C'est toi. Non, toi, t'es Diabolo, moi, je suis Satanas, les amis. Vous avez bien compris qu'on passe un très très bon moment avec Samuel. Et j'aime bien faire la transition au moment où il y a du sourire et tout ça pour lancer le célèbre quiz. Alors, Samuel, comme pour chaque invité, j'essaye de préparer un quiz le plus sympathique possible. Donc, j'ai 3 questions pour toi. Je ne sais pas si elles sont faciles ou pas, mais en tout cas, elles sont intéressantes. Est-ce que tu es prêt? Je t'écoute. Gégère Lecoute a décliné la Memovox avec de très nombreuses versions. Cherchez l'erreur. Donc je vais te citer 3 Memovox. L'une n'existe pas. D'accord? Je t'écoute. Réponse A, Memovox Lunchtime. Réponse B, Memovox Parking. Réponse C, Memovox World Time. Je dirais la première. Lunchtime. Tu crois pas au fait d'être réveillé pour te dire c'est le temps de manger? Non, je par déduction. Par déduction? Le parking, elle est magnifique. Avec le petit P, je la connais. Bon, voilà, je crois qu'on est tombé sur un connaisseur, les amis. Bien sûr, bonne réponse, Memovox Lunchtime. Il y en a eu beaucoup des Memovox, les amis. La Parking, effectivement, tu en as parlé, lancé en 1958 avec un petit P, où là, vraiment, c'est le début de la déclinaison pour Gégère Lecoute de la Memovox, qui ne sert pas simplement à se réveiller, mais qui aide à avoir l'information dont vous avez besoin en fonction de ce que vous faites. Bah là, 1958, c'est pas le début de l'automobile, mais ça commence à être le monde de l'automobile très grand public, avec énormément de voitures quasiment dans tous les foyers. Et donc, bah, il faut se garer, il faut savoir qu'il faut aller payer son parc-mètre. Ouais. Voilà, la World Time, bon, bah, ça c'est celle qui permet d'avoir plusieurs fuseaux horaires. J'aurais pu te mettre la Dipsy. Ouais. Je ne l'ai pas mise, les amis. Un jour, j'espère qu'elle viendra sur la chaîne. Et là, pour le coup, c'est une autre façon de savoir que, bon, bah voilà, vous prévoyez de faire une plongée à 20 mètres avec un bloc. Bon, vous avez 40-45 minutes de durée de plongée. Donc, au bout de 45 minutes, vous faites sonner votre montre et vous savez qu'il faut faire vos paliers de décompression. Elle est passionnante, cette Dipsy. Ouais, elle est pas mal du tout. Et la Dipsy, les amis, ouais. La Dipsy, je salue Dimitri avec sa Rolex Sea Dweller Dipsy, mais ce n'est pas l'apanage exclusif de Rolex d'utiliser le mot Dipsy. Bravo Samuel, tu mènes 1-0. C'est un bon début, là tu peux être serein, tu vois, tout va bien se passer. Tu n'auras pas les huées de la foule pour une lourde défaite 3-0. Alors, tu es prêt pour la deuxième question? Je t'écoute. En quelle année Lecoutre et compagnie est renommé Gégère Lecoutre? Réponse A, 1844. Réponse B,
1931. Réponse C, 1937. Je dirais la dernière, 1937. On est tombé sur un client qui cache son jeu. J'ai de la chance. Les amis, bonne réponse. Tu as fait ça au hasard? Presque au hasard. Presque au hasard, Parce ouais. que la première, c'était trop ancien. J'avais lu, je crois, à une époque, qu'ils dissociaient le Lecoutre pour les modèles aux US. Ça, c'était donc les premières Memovox. Et Gégère Lecoutre pour les modèles européens. Donc, au 19e siècle, ça me paraissait beaucoup trop ancien. Début du 20e probablement. 1931, qui était ta réponse B, me paraissait trop ancien. C'est une bonne déduction, les amis. 1844, c'est la création, hein, même si ça a été reconnu que très tardivement au début du XXe, mais c'est la création par l'un des membres de la famille Lecoutre du millionomètre, hein, c'est-à-dire un instrument qui permet de fabriquer des pièces au millième de millimètre. Voilà. Millième de millimètre. Hein. Millionomètre, si je ne me trompe pas, c'est également le micromètre. 1931, c'est la date du lancement de la Gégère Lecoutre Reverso. Voilà une superbe montre, les amis, qui n'était pas la première d'ailleurs à protéger le cadran et le verre. Il y en avait d'autres, vous le verrez ou vous l'avez vu notamment dans un épisode sur une Universal Genève full calendar en or où on parle de cette Universal Genève cabriolet, tu vois. Et 1937, c'est le moment où effectivement, non pas Lecoutre et Jaeger fusionnent, puisque ça c'est en 1927, mais où ils changent de nom. Et pour la petite histoire, c'est un truc éminemment compliqué, mais Jaeger était un horloger parisien, Edmond Jaeger, qui ne faisait pas que des montres, il était aussi très pointu dans tous les instruments chronométriques, les cadrans pour les voitures, les avions. Et là, les cadrans Jaeger sur des autos anciennes, il y en a beaucoup. Et là, il y avait un sujet de concurrence industrielle avec les États-Unis, ce qui fait que souvent, des Jaeger Lecoutre aux États-Unis étaient labellisés Lecoutre. Voilà, c'est pas la seule raison, mais en tout cas, c'est l'une de ces raisons. Bravo, Samuel, tu mènes 2-0, donc maintenant, tu n'as plus qu'une seule solution, il faut absolument gagner. 3-0. Alors, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. On reste dans l'histoire, vous savez que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. En 2000, le groupe Richemont rachète Gégère Lecoutre. Mais il rachète Gégère Lecoutre à quel groupe horloger? Réponse A, SMH. Réponse B, LMH. Réponse C, LVMH. Là, c'est chaud, hein? Là, c'est chaud. Ah, là, c'est chaud. Là, hein? je peux te dire que si je réponds juste, c'est que j'ai beaucoup de chance. Alors, en 2000, Richemont rachète Gégère Lecoutre. À quel groupe? Le premier, tu as dit SMH. SMH, Ouais. LMH, LVMH. Je dirais le premier. Le premier, c'est SMH. Aïe, 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 aïe. Là, tu y allais purement au hasard. Complètement. Tu avais une chance sur 3. Ouais. Tu t'es pas dit, est-ce que tu t'es. LVMH. Oui. LVMH, ça te dit quelque chose? Heureusement. Bon, donc c'était pas LVMH. D'accord. Donc c'était la A ou la B. Ouais. Est-ce que tu sais ce que c'est l'acronyme de SMH? Non. Je pense que j'en ai déjà parlé sur la chaîne. C'est Société de microélectronique et d'horlogerie qui est devenue Swatch Group. Voilà. Donc en 2000, SMH s'appelait déjà Swatch Group et Swatch Group n'était pas propriétaire de Gégère Lecoutre. Voilà. Donc le groupe propriétaire de Gégère Lecoutre était LMH, les manufactures horlogères, qui était une filiale d'un énorme conglomérat industriel allemand, Mannesmann. Et en fait, Gégère Lecoutre, dans la deuxième partie des années 70, avait été racheté par un industriel allemand qui est lui-même devenu partie prenante, enfin intégré dans le groupe Mannesmann qui était VDO. C'était la période noire de l'industrie horlogère. Et ce groupe-là, LMH, avait 3 pépites qui étaient Gégère Lecoutre, IWC et Langenson. Et donc il y a eu un appel d'offres extrêmement important
à la fin des années 90. Et donc en 2000, c'est Richemont qui a racheté ces 3 marques qui sont presque les 3 fleurons du groupe Richemont, qui fait qu'il y a 3 grands groupes horlogers, le Swatch Group, Richemont et LVMH, et évidemment il y en a d'autres, et puis maintenant il y a de plus en plus aussi de nouvelles marques qui ne sont pas intégrées dans ces groupes. Les amis, ça fait quand même une belle victoire de Samuel. C'est beau, t'es content? Je suis content, j'aurais aimé le 3-0, mais... Oui, mais t'étais venu dans quelle logique là? Tu étais venu en me disant faut pas que je perde, ou tu te dis il faut que je gagne? Non, ni l'un ni l'autre. Je suis venu pour discuter. Avec un peu de chance, j'aurais pu. Eh ben voilà, c'est tout l'objectif, les amis. Peu importe ce qu'on sait ou qu'on ne sait pas, l'idée c'est de partager un bon moment de passion. Et bien justement, en parlant de passion, on passe à la séquence suivante, recto verso. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui t'intéressent dans la vie, Samuel? Alors oui, il y a plein de choses qui m'intéressent dans la vie. Mais là, c'est un recto et un verso. Un recto, c'est les montres. Alors verso, le penchant de la montre, c'est forcément les bagnoles. Ouais. Voiture ancienne. Ah, voiture ancienne aussi. Là, je pense qu'on va se régaler. Il y a des points communs entre les montres, les voitures anciennes ou les voitures tout court. Mais oui, ça me passionne. Ouais. Tu as des voitures anciennes? J'ai quelques autos. Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus? On peut parler d'une Innocenti, une 1300 Cooper de 76. Attends, une Innocenti 1300 Cooper, ça c'est une... je comprends pas, c'est la Mini qui est labellisée Innocenti? Alors c'est ça, on l'appelle une Mini à la sauce bolognaise parce qu'elle est déjà italienne. Ouais. Une Mini donc anglaise avec un moteur donc Dino, un 1275, une voiture qui est préparée pour faire du rallye historique. Ouais. Donc je retrouve pas mal de choses là-dedans, notamment quand tu rentres dans une bagnole ancienne, tu as une odeur, tu vois, de ton cuir patiné un peu, qui te laisse transcrire une odeur un peu bien caractéristique. Avec le lot de galères qu'on leur connaît, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de mettre les mains dans le moteur. Ouais. Donc dans cette Innocenti, c'est-à-dire que visuellement, c'est une Mini. C'est une Mini. Il y a un blason et c'est écrit Innocenti à l'arrière, c'est ça? Donc c'est une Mini et à l'intérieur, tu as un moteur. Quoi, Innocenti? C'est ça, Innocenti. Alors que sur une Mini normale, c'est quoi? C'est un moteur Leyland, Morris? Ouais, ça dépend de l'année, mais oui, sur les premiers, c'est Leyland, c'est Morris, et après, il y a eu d'autres moteurs Rover par la suite. Mais l'Inno, ce qui la caractérise, donc, c'est sa production en petite quantité. Donc, pour la personne qui ne connaît pas, forcément, ça va être une Mini classique. Et seul l'amateur va pouvoir déceler l'Inno par des vitres spécifiques, par un compteur bien caractéristique, une calandre aussi qui lui est propre. C'est tout un tas de petits éléments que seul l'œil averti va pouvoir déceler. Ah, c'est passionnant. C'est ça qui est excitant. Et vous avez bien compris, il y a un truc quand même qui est intéressant là-dedans, c'est-à-dire comment ont-ils osé mettre un moteur qui n'est pas le bon moteur? Vous voyez, le moteur manufacture ou le calibre manufacture, c'est la même chose. Donc en fait là, tu as quoi? Tu as une Austin bidon avec un moteur Innocenti. Vous avez bien compris la provocation, les amis. Dans l'industrie horlogère comme dans l'industrie automobile, les choses ne sont pas aussi simples que ça, que c'est mon moteur, c'est ton moteur, c'est ton truc, etc. Mais 1300 quand même dans une Mini. Les premières Mini, elles ont démarré, c'est des 850. Exactement, ça a pas mal évolué jusqu'à... Tu dois envoyer un pâté pas possible avec. En vrai, ça marche, c'est bien. Mais comme ça pèse 800 kg, l'empattement est tellement court qu'en fait, tu as un plaisir de conduite qui rappelle, comme on dit vulgairement, celui du karting, puisque la Mini, elle est rivée au sol de par l'implantation de son moteur, qui était une innovation à l'époque, parce que les premières Mini, avant, tu avais les moteurs qui étaient passés comme ça sur l'auto, et là, ils ont fait moteur et boîte dans le sens opposé, qui permettait de réduire la taille de la voiture, d'y loger quand même 4 adultes. Et donc cet empattement qui était réduit permettait d'avoir... Avec 4 adultes, petits adultes, les amis. Moi je rentre. Ah ouais. Moi je rentre. Ah ouais, t'es tout seul. Et du coup, tu as un plaisir de conduite qui est génial, sans rouler très vite. Aucune aide à la conduite, bien évidemment. Et tu as une banane qui est incroyable, sans avoir forcément... Alors oui, ça fait 80 chevaux, donc ça marche bien. Oui, mais bien sûr, c'est ça. C'est pas la performance d'une Porsche ancienne de la même année, quoi. Oui, mais ça c'est la même logique, les amis. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui avec une sportive très récente, etc. Bon, il y a le 400 mètres départ à rater au péage, et puis après, vous faites comme tout le monde, vous roulez à petite vitesse, et c'est là qu'on peut prendre du plaisir. Donc, tu as cette Mini Innocenti, tu en as d'autres?
Alors, en cours de vente, ouais, j'ai eu par le passé quelques autres autos, une MGB, donc des années 70 aussi, tu retrouves un peu les mêmes années, donc 1976. Ouais. Cette MGB, coupé ou cabriolet? Cabriolet. Elle avait une particularité quand je l'avais achetée, c'est qu'elle avait une plaque, donc je suis très attaché aux plaques, petit détail. On a tous nos petits problèmes. C'est un problème. Il en a pas mal quand même, Diabolo. La plaque, c'était 1976, VP13, 13, donc des Bouches-du-Rhône. 1976, c'était donc l'année de production de la voiture. Je trouvais le clin d'œil fantastique. Mais ouais, tu l'as dit, je suis un peu piqué sur des détails qui... Et celle-là, elle a été vendue, elle est en cours de vente. Elle a été vendue, ouais. T'as d'autres projets d'auto anciennes? Alors, toujours des projets d'anciennes. Le Graal pour moi, c'est d'avoir un garage avec plusieurs autos. Et dans l'ancienne idéal, c'est que ce soit assez accessible prochainement, j'espère, une Jaguar Type E, pour tout ce que ça représente dans le mythe automobile. Je trouve ça quelque chose d'intemporel pour reprendre un adjectif. Coupé ou cabriolet? Cabriolet. Phase 1 idéalement. Ouais. Avec les plexis dans les phares, tu sais. Ah ouais, bah là on est. Alors là, dans les autos anciennes, surtout sur une Type E, on parle même pas de Porsche là, c'est vraiment le monde des petits détails avec des subtilités qui font la différence d'une année sur l'autre. Ça enlève rien au plaisir, quel que soit le modèle. Tu habites dans Paris ou en région parisienne? Alors, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. J'habite dans le sud de la France, à Aix-en-Provence, et Marseille. Voilà. Donc c'est plus facile pour rouler en ancienne qu'en région parisienne. Oui, c'est vrai. C'est plus accessible. Du coup, ça permet de par, pas seulement la météo, faut pas croire, mais les espaces et puis le centre-ville dans une ancienne, l'embrayage il chauffe vite et tu es vite fatigué. Mais clair, ça fait partie des plaisirs aussi. C'est-à-dire que tu vas à Londres, il faut savoir que c'est l'une des villes où les Anglais utilisent le plus le cabriolet. Alors que la météo, pas forcément pire ou meilleure qu'à Paris. Mais tout ça, les amis, c'est une affaire d'habitude. Et oui, c'est une affaire d'habitude. Donc, quand tu acceptes les contraintes météorologiques qu'il y a autour de toi, mécaniquement, tu fais avec. Vous voyez, les amis, vous avez vu ma vieille Porsche de 76. La seule raison pour laquelle je mets le toit, c'est parce qu'il pleut. Sinon, il peut faire moins 5 degrés, 5 degrés, 0 degrés, 10 degrés. De toute façon, je roule sans le toit, puisque c'est quand même une grande partie du plaisir de rouler cheveux au vent, même si avec Samuel, on n'a pas beaucoup de cheveux, les amis. On enchaîne pour la dernière partie de ce petite montre entre amis. Ta prochaine montre, est-ce que tu as un projet dans les tuyaux, dans les starting blocks? Tu es passif, tu es actif sur le marché, là, t'en es où? Toujours actif. Ouais. La prochaine montre, je pense que ce sera une montre tout aussi iconique. Une Omega, une Speedmaster, une Moonwatch. Alors, j'ai vu qu'ils ont sorti quelques nouveaux modèles là, ces derniers jours, ces dernières semaines. Et en fait, pour la première fois, je vais probablement acheter une montre neuve. Ça m'est jamais arrivé. Oh la vache, ça il faut le noter. Enfin, il faut le noter, pas pour moi, mais pour toi. Qu'est-ce qui explique ça? Tu es emballé par la nouvelle? Non, c'est pas ça qui motive à acheter une neuve. Et elles sont doubles. La première, c'est de marquer le temps. 2021 va être une année importante pour moi. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, j'aime bien marquer les esprits, se remémorer une date avec une montre. Mais tu sais ce que je vais te demander là? Qu'est-ce qui va se passer en 2021? Bah oui. Alors, je peux te faire une devinette? Bien sûr. J'ai 33 ans. Je ne suis pas encore marié. 2021, c'est l'année du mariage. Voilà. Ah, c'est super, bravo. Merci. Et du coup, quoi de mieux que d'acheter une montre de l'année 2021? Bah oui, et forcément, et pour partir en lune de miel, il faut une Moonwatch. Bon, ok, je sors. Ok, donc tu as beaucoup regardé cette nouvelle Speed? Ouais. Beaucoup, j'ai rapidement regardé. Ok, donc tu t'es pas décidé entre la version vert saphir et dos saphir, ou Exalite? J'ai pas encore réfléchi. En fait, la question que je me posais, c'est pour le même prix, est-ce que je repars une fois de plus sur une vintage ou alors si je repars sur un produit neuf? Parce que je peux avoir des bonnes conditions aussi. Alors, ça joue dans l'acquisition d'un produit neuf.
Et Pourquoi? Parce que tu négocies comme une ouais, bête, parce que tu as des bons contacts? j'ai des bons contacts, hein, je négocie rien, on m'a proposé des bonnes conditions, donc ça fait réfléchir. Ouais. La question que tu te poses, c'est est-ce que pour le même prix, tu pars sur un modèle neuf? Ah, ouais, c'est clair. Là, les amis, il y a un vrai sujet sur cette nouvelle Speed, puisque pour le coup, j'ai creusé la question. Il n'est pas impossible que je fasse une vidéo dédiée, une sorte de décryptage sur cette Speedmaster. Vous savez que c'est une montre que j'aime beaucoup. J'ai sorti le programme Watch Out, donc je me suis énormément documenté dessus. Loin de moi l'idée de vous dire ce qu'il faut faire ou pas faire, mais simplement d'essayer de me mettre à la place de différentes typologies d'acheteurs. Et donc je suis en train de consulter tous les invités qui sont passés sur la chaîne, qui ont des speeds, même des abonnés qui ne sont pas passés sur la chaîne, mais dont je sais qu'ils ont des speeds pour essayer de décrypter un peu ce nouveau produit. Et là, tu parles de prix. Alors, ça a énormément augmenté par rapport à la version précédente. Donc, effectivement, tu pourrais te dire, pour le même prix, quand bien même tu négocierais un petit peu, est-ce que tu ne peux pas te prendre une vintage? Malheureusement, je crois, dites-moi si vous êtes d'accord en commentaire, que le prix de vente neuf, en fait, a une incidence sur le prix des vintage et inversement. Et donc, si la Speed neuve, maintenant, version Saphir de mémoire, est à quasiment 7 000 euros, ça va tirer vers le haut tous les anciens modèles. Ça, c'est mécanique, hein, c'est valable pour les voitures aussi. Hein. Tu as une nouvelle Porsche, ça fait baisser la précédente, mais ça fait augmenter celle d'avant et encore celle d'avant et ainsi de suite. C'est à voir. Mais là, j'ai l'impression quand même que le sujet, c'est pas pour le même prix, je pourrais faire une vintage, c'est que tu as envie d'en acheter une neuve. Voilà, donc la clé de lecture, c'est pas finalement, c'est pas le prix. Mais comme j'ai jamais acheté de montre neuve, ça laisse à penser que voilà, c'est peut-être le moment ou jamais pour le faire, pour marquer cette année 2021, avec une date, une référence qui est de l'année du mariage. Je trouve ça chouette comme symbole. Bah oui, bien sûr. Puis tu viendras nous raconter. On réinvitera les amis, si vous en êtes d'accord, Samuel, pour qu'il nous explique son parcours client et comment ça s'est passé si tu vas acheter cette nouvelle Speedmaster. Pour le coup, les amis, j'ai pas un scoop pour vous, mais un truc, ça me fait vraiment énormément plaisir de vous en parler. Je pense à Laurent, un futur invité de la chaîne, qui m'a écrit et qui m'a dit « Ça y est Xavier, je crois que je suis désintoxiqué ou en cours de désintoxication de Rolex. J'ai vendu ma Rolex Sea Dweller pour aller m'acheter la nouvelle Speedmaster neuve chez Omega. Ça c'est beau, il faut du courage, c'est plus compliqué d'aimer tout un tas de marques que d'aimer Rolex, tellement ils sont bons sur tous les sujets. » Samuel, merci beaucoup. Merci à toi de ton accueil. Les amis, à bientôt. Si vous voulez participer, vous faites comme Samuel, un formulaire sur www.dailyshoes.fr. C'est ce qu'il y a de plus simple, plus rapide. Essayez d'éviter Instagram, c'est vraiment pas pratique pour organiser des échanges et des rendez-vous. Et puis, en fonction de où vous habitez, là il s'avère que Samuel était à Paris, donc on a pu enregistrer petite montre entre amis. Sinon, il y a un programme Dual Time pour les personnes qui n'habitent pas en région parisienne. Ils peuvent être en province ou à l'étranger. Du moment que vous parlez français et que vous avez envie de partager votre passion et ce que vous aimez, eh bien, c'est bien évidemment bienvenue sur la chaîne. Allez, à ciao, bye bye, salut!